Errol est un jeune garçon qui vit dans un monde fantastique où chacun reçoit une bénédiction, une classe, offerte par leur déesse. Cette classe détermine leur avenir, ce qu'ils deviendront adultes, et elle leur est révélée le jour de leurs 10 ans. Aujourd'hui est le grand jour d'Errol, car il vient d'avoir 10 ans et va se voir attribuer une nouvelle classe. Ses parents et sa sœur sont très enthousiastes à cette idée, imaginant quelle classe géniale Errol obtiendra, mais lui-même semble totalement désintéressé par tout ce système. Après le petit déjeuner, ils se dirigent tous rapidement vers l'église, où un prêtre se tient près d'un autel, touchant de jeunes garçons, ce qui est, je suppose, une constante universelle dans tous les mondes. Il commence à révéler à chaque enfant sa future classe, certains devenant forgerons, d'autres cuisiniers. La sœur d'Errol lui explique que les classes sont aussi influencées par celles des parents, donc il obtiendra sûrement quelque chose de vraiment extraordinaire. Quand le tour d'Errol arrive, il s'avance vers le prêtre. Tandis que tout le monde commence à murmurer avec excitation, se demandant quelle classe légendaire ce jeune garçon obtiendra, sa mère étant une sainte de l'épée et son père un archimage. Le prêtre lui-même est ravi de l'occasion de toucher un autre enfant, mais quand il presse le front d'Errol, cela le déconcerte car rien ne se passe. Il finit par regarder Errol avec pitié et lui annonce qu'il est né sans classe. Quelques jours s'écoulent et les parents d'Errol tentent de lui remonter le moral en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de trouver un emploi et qu'il pourra toujours vivre éternellement dans leur sous-sol. Mais Errol ne s'inquiète pas vraiment pour lui-même. Il assure à sa famille qu'il n'est pas du tout déprimé, affirmant qu'il pratique l'art de l'épée depuis son enfance. Il a perfectionné ses compétences jour après jour sans relâche. Et bien sûr, il lui aurait été bien plus facile de progresser s'il avait obtenu la classe d'épéiste. Mais même sans cela, il peut se frayer un chemin dans le monde grâce à l'énorme quantité d'entraînement intensif qu'il a suivi avec sa mère surpuissante. Sa famille est soulagée par cette nouvelle, tandis qu'il s'éloigne pour passer un moment seul, quand il entend soudainement un grand bruit provenant du terrain d'entraînement. Là, il remarque deux gars s'entraînant au combat, et même si leur base semble faible, le simple fait d'être béni par la classe d'épéiste semble suffire à en faire des combattants capables. Il remarque Errol qui les observe et lui demande pourquoi il est là. Errol répond qu'il est venu s'entraîner, ce qui les fait rire. Ils affirment qu'un gars sans classe ne pourra jamais s'entraîner avec un véritable épéiste et démontrent leur capacité en se frappant mutuellement avec leurs épées. Errol, cependant, n'est pas du tout impressionné et leur demande s'ils aimeraient tous s'entraîner avec lui. Les garçons pensent qu'Errol plaisante sûrement, mais acceptent un match. Avant que le combat ne puisse commencer, le garçon demande à Errol s'il possède au moins une protection divine. Contrairement aux classes, chacun naît avec une protection divine dès la naissance, une sorte de barrière qui les protège du mal, mais elle peut s'épuiser ou être brisée par quelqu'un de bien plus fort qu'eux. Errol hoche la tête, confirmant qu'il a cette protection, ce qui signifie que le garçon peut maintenant se déchaîner sur lui sans craindre de le tuer. Errol, cependant, lui dit qu'il n'a pas besoin de protection divine pour battre des gamins comme lui, ce qui met le garçon en rage, qui fonce sur Errol et frappe violemment avec son épée. Errol parvient facilement à parer l'attaque, ce qui choque le gamin qui commence à agiter ses épées sauvagement vers lui, mais Errol réussit à bloquer et à dévier chaque attaque lancée contre lui. Le garçon commence à désespérer et son ami intervient par derrière pour abattre Errol, mais celui-ci est trop rapide et s'écarte à temps. Il réalise que, comparé à sa mère, ces garçons ne sont rien face à lui. Alors 2 contre 1 pourraient faire un meilleur match. Sur ce, il se précipite vers eux et assomme l'un des garçons d'un coup de pommeau au menton, tandis que l'autre perd l'équilibre après avoir trébuché sur son ami et est mis à terre. Tous deux commencent à pleurer l'injustice, comme de mauvais perdants, quand soudain un garçon aux cheveux roux entre dans l'arène et dit aux 2 idiots de se taire, comme si c'était un champ de bataille. Il serait déjà mort. Errol ne le reconnaît pas, mais le garçon aux cheveux roux semble le connaître, car il s'approche directement de lui et le défie en duel. Il prétend qu'Errol n'a réussi à vaincre ces 2 nuls que parce qu'il possède une capacité innée héritée de sa mère, la sainte de l'épée. Mais puisqu'il est un perdant sans classe, il ne pourra jamais se tenir devant quelqu'un qui a une classe et une formation de base. Le garçon aux cheveux roux leur dit finalement qu'il est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes du village. Errol se souvient soudain du capitaine quand il était venu demander de l'aide à sa mère, mais le garçon ne ressemble même pas de loin à l'homme robuste qu'il avait vu. Le garçon se lamente sur le fait que la mère d'Errol est toujours considérée comme la plus forte, même si son père est aussi un épéiste expert. Alors pour montrer enfin quelle famille est la meilleure, il va vaincre Errol dans un combat. Ils prennent tous deux leur position et le match commence enfin. Le garçon aux cheveux roux lance immédiatement l'attaque, essayant de porter un coup décisif le plus vite possible, mais Errol s'entraîne avec sa mère depuis toujours et possède une défense très solide également. Leur vitesse est impressionnante, alors qu'ils traversent le terrain d'entraînement en s'attaquant mutuellement, ce qui laisse les 2 gamins stupéfaits au sol.
Errol réalise que même si le garçon aux cheveux roux est bien plus fort que les deux autres idiots, il utilise sa colère pour se battre, ce qui le rend négligent. Errol tente de trouver une ouverture avant de se lancer, mais le garçon aux cheveux roux est prêt pour cela et utilise ses coups aériens spéciaux. Errol parvient à en bloquer un, mais l'autre le frappe à la poitrine, le projetant au sol. Errol est pris par surprise et demande quel genre de ruse c'était, mais le garçon aux cheveux roux affirme que c'est une compétence qu'un perdant sans classe comme lui ne pourra jamais apprendre. Quelques jours se sont écoulés depuis cette défaite, mais un nouveau feu s'est allumé en Errol. Il s'enfonce dans la forêt avec son épée et commence à s'entraîner seul sur une cible factice. Et après d'innombrables tentatives, il parvient enfin à reproduire la double entaille qu'il avait vaincue la dernière fois. Avant même qu'il ne puisse célébrer, un gobelin l'embusque en sautant hors des buissons. Mais ce n'est pas un adversaire pour lui, car Errol se retourne, déchaînant sa technique de double entaille qui fait immédiatement tomber le gobelin au sol. Il est excité par sa technique nouvellement apprise quand soudain, un énorme rugissement éclate du plus profond de la forêt, secouant Errol jusqu'au plus profond de son être. Il décide immédiatement de retourner au village pour alerter les gardes, mais il entend aussi le cri d'un garçon, ce qui l'arrête net. Il réalise que le garçon pourrait être en difficulté et qu'il sera trop tard quand les gardes arriveront, alors il décide d'aller lui-même dans la forêt. Il marche tranquillement un instant quand il aperçoit enfin un garçon blessé qui s'avère être le même rouquin qu'il avait vaincu à l'entraînement. Le garçon semble complètement battu, saignant de tout son corps, tenant son épée levée vers son ennemi qui s'avère être un énorme hobgoblin. Même Errol n'en a jamais vu un en vrai, car il ne s'approche jamais du village. Il se demande s'il devrait courir chercher de l'aide, car il ne sait pas s'il est assez fort pour vaincre le monstre, mais il réalise que le garçon aux cheveux roux mourrait à coup sûr s'il partait. Errol se décide enfin et se faufile derrière le hobgoblin, et juste avant que le monstre ne puisse achever le garçon aux cheveux roux, Errol déchaîne une puissante double frappe qui transperce le gobelin, le tuant instantanément. Le garçon est choqué de voir le hobgoblin mort au sol, mais plus encore, il est stupéfait par le fait qu'Errol ait réussi à utiliser une attaque qu'il n'avait apprise qu'après des années d'entraînement et le coup de pouce de sa classe. Errol donne au garçon de l'eau bénite pour qu'il se rétablisse et immédiatement après, le garçon demande à Errol comment il a réussi cela. Et Errol répond que son attaque n'a rien à voir avec le fait d'avoir une classe, car n'importe qui avec suffisamment d'habileté, de vitesse et de puissance peut la reproduire. Il explique qu'après avoir perdu face à ses doubles entailles auparavant, Errol l'a analysé de près et s'est entraîné encore et encore pour en comprendre les bases. Alors maintenant, il peut moduler l'attaque comme il le souhaite. Le garçon n'est toujours pas convaincu et défie Errol en match, ce qui est volontiers accepté. Ils se tiennent tous deux l'un en face de l'autre et utilisent leur capacité en même temps. À la surprise du garçon, non seulement Errol a réussi à bloquer son coup, mais il a aussi ajouté une troisième entaille qui frappe le garçon et le projette au sol. Le fils du capitaine est furieux, mais Errol explique qu'il n'est lié par aucune compétence ayant des limitations, donc sa seule limite est sa puissance et son habileté, ce qui signifie qu'il peut ajouter autant de coups qu'il le souhaite s'il est assez bon. Le garçon se remet sur pied et engage un autre combat rapide, mais cette fois encore, il est touché par la troisième entaille, plus forte qu'avant. Il est de nouveau projeté au sol, alors qu'Errol revendique la victoire et s'en va. 5 années entières s'écoulent depuis ce jour, et Errol décide de partir en voyage pour Brescia, le royaume réputé pour son art de l'épée. Sa mère ainsi que le capitaine Evans ont tous deux reçu leur entraînement à Brescia, et Errol veut devenir le meilleur des meilleurs, tout comme eux. En chemin, il est accompagné de quelques étrangers, dont 2 épéistes de haut calibre. L'homme possède la classe de barbare, tandis que la femme est réputée pour sa classe de maniement à 2 armes. Tous deux veulent également perfectionner leurs compétences à Brescia, mais ils ne semblent pas s'entendre et sont toujours à couteau tiré. Le conducteur de la charrette leur dit de se calmer car ils se rendent tous au même endroit, mais l'homme est trop misogyne et veut renvoyer la femme à la cuisine. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, le conducteur de la charrette leur crie de préparer leurs épées car ils ont des ennuis. Errol lève calmement les yeux et aperçoit une horde d'orques avec leur énorme chef, bloquant leur chemin, sans aucune intention de les laisser partir en vie. 2 des enfants dans la charrette ont peur et demandent à la barbare de les sauver, mais la barbare, fidèle à son nom, est une parfaite idiote et une lâche, qui prétend qu'elle n'est pas prête à risquer sa vie pour quelqu'un d'autre et saute de la charrette avant de s'enfuir. La femme le suit, affirmant que chacun est seul dans ce monde. Le conducteur de la charrette s'inquiète, se demandant s'il peut distancer la horde avec sa charrette et les passagers. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Errol descend de la charrette sans un mot et commence à avancer vers les monstres. Le conducteur lui dit de reculer et de fuir pour sa vie,
mais Errol l'ignore simplement avant de foncer vers le premier orc et de le poignarder au cœur. Le conducteur est choqué par son incroyable vitesse et sa précision, tandis qu'Errol utilise simplement la transmission instantanée et continue de disparaître et d'apparaître devant les orques, les abattant un par un. Malheureusement, il se retrouve encerclé par un groupe d'orques de tous les côtés, ce qui signifie qu'il ne peut plus vraiment utiliser sa compétence de dash. Mais à la surprise du conducteur, Errol utilise une technique légendaire connue sous le nom de danse de la lame, où il tourne sur lui-même comme un fou, abattant tout le monde d'un seul coup. Le conducteur de la charrette ne comprend pas comment Errol peut utiliser cette compétence, car elle n'est utilisée que par les épéistes de la classe princesse de l'épée, et ce sont toujours des femmes. Errol, cependant, n'est pas lié par les normes de genre, car il veut faire partie de la communauté LG HDTV, alors il court vers le chef orc, esquivant son attaque avec expertise, avant de sauter sur lui et d'enfoncer profondément son épée dans le crâne de l'orc, le tuant immédiatement. Il retourne finalement vers le conducteur choqué et lui dit de continuer le voyage vers Brescia. Tandis que l'un des enfants lui demande à quelle classe il appartient, il répond simplement qu'il n'a aucune classe, ce qui choque complètement tout le monde. Il se souvient comment, 5 ans auparavant, lorsqu'il avait montré à sa mère la nouvelle compétence des doubles lames qu'il avait apprises, elle avait cru qu'elle imaginait des choses, mais quand Errol lui avait dit qu'il s'entraînait à reproduire n'importe quelle compétence qu'il voyait, elle fut folle de joie et promit de lui enseigner toutes les compétences utilisées par la classe princesse de l'épée. De retour au présent, il est réveillé par le conducteur qui lui annonce qu'ils ont atteint Brescia, la terre des épées. Errol descend de la charrette et voit le centre-ville inondé de gens avec des épées attachées à leur taille. Errol se tourne vers le conducteur et lui demande s'il est un épéiste de niveau avancé. Au début, le conducteur prétend qu'il n'est qu'un charretier, mais Errol sait que seuls les bons épéistes peuvent identifier les mouvements qu'il exécutait sur le champ. Le conducteur de la charrette admet qu'il est de la classe des chevaliers sacrés, mais il s'ennuie tellement de se battre qu'il préfère parfois se détendre et se reposer en faisant semblant d'être un conducteur normal. Le chevalier sacré réalise que c'est probablement la première fois qu'Errol est en ville et lui dit qu'il doit d'abord trouver une guilde pour lui-même, car sans guilde, il ne pourra participer à aucun tournoi. Et dans cette ville, combattre et gagner les tournois est le principal moyen pour les épéistes de prouver leur valeur et de gagner de l'argent. Errol répond qu'il ne se soucie pas de l'argent, mais qu'il veut affronter le plus fort épéiste que cet endroit puisse lui offrir. Le conducteur lui dit de se méfier des guildes corporatives toxiques, car elles peuvent vous aspirer l'âme, et pas de la bonne manière. Sur ce, le conducteur fait demi-tour et s'en va, tandis qu'Errol entre dans la ville, observant toutes les différentes personnes annonçant leur guilde, embauchant des gens et des épéistes, faisant la queue pour tenter leur chance auprès des meilleures guildes. En chemin, il finit par tomber sur une blonde de basse extraction qui s'accroche immédiatement à lui comme une sangsue, lui disant qu'elle est membre d'une guilde célèbre et qu'elle veut qu'il les rejoigne. Errol se méfie immédiatement d'elle, car elle semble très désespérée de trouver des membres, alors il refuse. La roturière, cependant, ne le laisse pas tranquille et continue de le harceler pour qu'il rejoigne leur guilde encore et encore. Mais Errol n'est pas un simplet et continue de refuser. Il lui demande quelle est la guilde la plus forte ici, et elle répond à contre-cœur que la guilde Lame de l'Ombre est l'une des plus puissantes actuellement, car elle compte 8 épéistes de classe A. Il lui demande les directions et se dirige immédiatement vers la guilde. Il est arrêté en chemin par le garde qui le dirige vers la réception pour le test. À la réception, il trouve une énorme file d'épéistes en herbe, désireux de tenter leur chance pour entrer dans la célèbre guilde, ce qui excite également Errol, qui se demande quel genre de personnes incroyables il devrait affronter. Mais quand son tour vient de s'inscrire, la réceptionniste se moque de lui, le traitant de perdant sans classe, affirmant que seules les personnes ayant une classe d'épéiste avancée peuvent postuler aux épreuves de la guilde. Errol affirme qu'il est sûr de pouvoir réussir leur épreuve, mais la réceptionniste refuse de l'inscrire. Attristé par cela, il décide de partir quand il aperçoit 3 épéistes de rang A entrer dans la salle, immédiatement traités comme des célébrités. Il ne se soucie pas vraiment de la mise en scène et se tourne immédiatement vers d'autres guildes, mais une par une, il est rejeté par toutes, au motif qu'il n'a pas de classe. Fatigué, il retourne en ville, sortant la lettre que sa mère lui avait donnée et lui avait dit de trouver son ancienne guilde, car il l'aiderait sûrement à trouver quelque chose. Il se demande si sa mère savait qu'il aurait autant de problèmes, mais il est néanmoins reconnaissant. Avant même qu'il ne puisse lire la lettre, la blonde de basse extraction s'accroche à lui une fois de plus, affirmant qu'ils sont toujours prêts à l'accueillir. Mais Errol refuse encore. Elle commence littéralement à le supplier de rejoindre la guilde, lui disant de le faire par charité, et pointe du doigt une magnifique maison de guilde, affirmant que c'est la sienne. Cela surprend un peu Errol, mais la roturière répond que leur guilde, connue sous le nom de Croc du Dragon, a été la meilleure du pays pendant très longtemps, mais que dernièrement, elle est tombée en ruine et qu'actuellement, ils sont les plus faibles. Mais elle veut lui rendre sa gloire d'antan. Le nom Croc du Dragon lui dit soudain quelque chose,
car il se souvient que sa mère lui avait parlé du chef de sa guilde, un épéiste maniant 2 armes, qui avait nommé la guilde Croc du Dragon d'après son mouvement spécial. Il sort rapidement la lettre pour chercher le nom, et c'est en fait la guilde dont sa mère parlait. Il décide d'entrer avec elle, ce qui la rend très heureuse. Mais au moment où ils entrent dans la pièce, il trouve un vieil homme ivre avec un seul bras sur le canapé. L'homme dit à Hérold d'aller ailleurs car cette guilde s'est condamnée et s'en va, tandis que la roturière lui dit qu'il est son père, qui était le 2e meilleur épéiste de la ville. Mais depuis qu'il a perdu son bras, il n'a plus jamais été le même. Hérold la surprend cependant en disant qu'il veut rejoindre la guilde. Cela rend la roturière très heureuse, et elle rédige rapidement un accord qu'Hérold remplit et lui rend. Elle le lit avant de demander pourquoi il a laissé la colonne de la classe vide. C'est alors qu'Hérold répond que c'est parce qu'il n'a pas de classe. Belloli s'énerve et sort une épée, affirmant qu'elle pensait qu'il pourrait être un épéiste de classe avancée, puisqu'il se faisait si désirer. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la porte s'ouvre et une beauté rousse nommée Ré entre dans la pièce. La roturière court immédiatement vers elle, pleurant que cet idiot sans classe l'a trompée pour qu'elle rejoigne la guilde. Cela attire immédiatement l'attention de Ré et elle regarde Hérold, affirmant qu'elle n'aurait jamais pensé le voir ici. Hérold est confus et demande comment elle le connaît, et Ré a l'air surprise, affirmant qu'ils venaient du même village et s'étaient entraînés ensemble. Cela ne lui dit toujours rien. Mais finalement, il réalise que le garçon aux cheveux roux, qu'il avait combattu tant de fois auparavant, n'était en fait pas un garçon, mais une fille. La roturière connaît aussi l'histoire et demande à Ré si c'est le gars sans classe qui l'a vaincue quand elle était jeune, car elle a toujours pensé que cette histoire était un mythe. Ré, cependant, est toujours bloqué sur cette défaite et défie Hérold en match immédiatement. Le combat commence et Ré utilise immédiatement l'attaque de la double entaille, qu'Hérold pense pouvoir contrer, mais à sa surprise, les entailles de Ré traversent les siennes et le frappent directement, ce qui le déconcerte. Mais Ré révèle qu'elle possède la classe d'épéiste de puissance, c'est pourquoi elle est capable d'utiliser une épée 5 fois plus lourde qu'une épée normale, ce qui signifie qu'elle a 5 fois plus de puissance dans chaque coup d'épée. Hérold est impressionné par le fait qu'elle ait conservé sa vitesse même après avoir utilisé une épée plus lourde, mais cette vitesse n'est rien face à la sienne. La prochaine fois qu'elle attaque, il crée lui-même une image rémanente, ce qui distrait Ré pendant qu'il apparaît derrière elle et la frappe dans le dos. Ré est confuse et essaie à nouveau, mais le résultat est le même. Elle n'arrive pas à croire qu'Hérold utilise une technique qui n'est employée que par les épéistes les plus avancés, tandis qu'Hérold réalise qu'elle est trop résistante pour être abattue avec ses attaques normales. Ré le sait aussi et tente de mettre fin au combat avec ses coups lourds, mais Hérold utilise le contre-signature de sa mère, ce qui met Ré à genoux, et le combat est terminé ainsi. Sur ce, le comportement de la roturière change complètement, et elle l'accueille une fois de plus dans leur guilde, et lui dit que leur guilde est actuellement lourdement endettée. Pour se sortir de cette dette, ils devront participer au tournoi et combattre en groupe de 3 contre d'autres guildes qui auront leurs 5 membres en équipe. Hérold, cependant, est excité à l'idée de combattre des adversaires puissants et attend avec impatience l'occasion de perfectionner encore plus ses compétences. Le lendemain matin, Hérold se réveille dans sa propre chambre, dans un nouveau lit qui lui appartient désormais. Il lui faut un petit moment pour se remémorer tout ce qui s'est passé depuis son arrivée. Il fait maintenant partie de la même guilde légendaire avec laquelle sa mère travaillait aussi, ce qui est très important pour lui. Il décide donc de ne pas la décevoir et de rendre cette guilde à nouveau grande. Il se rafraîchit et entre dans le salon où Loli et Ray sont déjà levés, discutant près du feu des tournois à venir. Loli entraîne immédiatement Hérold dans la conversation, affirmant que le tournoi commencera la semaine prochaine, et comme ils ont maintenant 3 membres au lieu de 2, ils sont également éligibles pour y participer. Elle dit à Hérold que ce sera super difficile, car ce sera un tournoi à élimination directe avec des matchs en 1 contre 1, mais chaque guilde aura probablement 5 membres, ce qui les mettra dans un énorme désavantage. Ils devront donc vaincre plus d'un adversaire chacun, s'ils veulent survivre ne serait-ce qu'au premier tour. La petite est plutôt optimiste, affirmant que tout devrait bien se passer puisque leur guilde compte déjà 2 épéistes de rang B. Donc à moins qu'ils ne finissent par affronter un épéiste de rang A, ils devraient être à égalité dans les combats. Hérold est un peu nouveau à ce concept et demande ce que signifient exactement ces rangs. La petite explique qu'il y a 5 rangs au total, de A à D, où A est le rang le plus élevé atteignable, et sur tous les épéistes de Brescia, seulement 20 sont considérés comme de rang A, tandis que D est le rang d'un débutant complet qui sait à peine tenir une épée. Elle affirme fièrement qu'elle et Ré sont toutes deux des épéistes de rang B, et comme Hérold a réussi à vaincre Rey dans un combat loyal, cela signifie qu'il est aussi un épéiste de rang B, tout comme elle. Étant donné qu'ils ont 3 épéistes de rang B, ils devraient avoir de bonnes chances de passer au moins les premiers tours.
Sur ce, la petite se dirige vers la cuisine, laissant Errol à ses pensées. Alors que Rey s'apprêtait à partir, il la retient et l'interroge sur ses capacités en tant qu'épéiste de puissance. Elle semble toujours agacée par sa défaite d'hier, mais répond que l'une de ses capacités est de durcir son bouclier de mana externe pour la protéger de la plupart des attaques de faible puissance. Errol y réfléchit un moment, se demandant comment il pourrait bien apprendre une technique aussi précieuse, quand soudain une idée lui vient. Il dit à Rey de le frapper avec son épée toujours rengainée. Rey lui dit qu'elle n'est pas intéressée, mais Errol lui prend la main, la suppliant de le faire. Mais Rey semble mal interpréter la situation, pensant qu'Errol a des intentions un peu perverses, mais elle n'est pas complètement opposée à l'idée et lui dit qu'il devrait peut-être commencer par quelque chose de plus normal. Errol ne respecte pas la méchante devant lui, réalisant qu'ils pensent tous les deux à des choses différentes et clarifie qu'il veut qu'elle le frappe pour qu'il puisse apprendre à utiliser la compétence pour durcir son bouclier de protection de mana, ce qui serait le plus efficace en combattant plusieurs assaillants, car on est plus susceptible d'être touché dans de telles situations. Elle est choquée et lui demande s'il est devenu fou, car les compétences ne sont données que par la grâce divine de la déesse et ne peuvent pas être apprises. Mais Errol est athée maintenant et lui dit de fermer son clapet, puisqu'il a déjà appris des compétences comme la double entaille de l'âme et la transmission instantanée. Cela fait taire Rey, qui cède et décide d'essayer une fois. Ils se rendent sur le terrain d'entraînement où elle lui tend son épée, le prévenant que son épée est 5 fois plus lourde que n'importe quelle épée normale. Et sans la compétence de force brute, Errol ne pourra jamais la manier. Mais Errol fait taire une fois de plus la féministe en saisissant son épée, en la dégainant et en la maniant avec une grâce et une facilité surprenantes. Rey est de nouveau sans voix, demandant comment diable il est capable de faire tout cela sans classe et sans aucune compétence. Errol répond que tout ce qu'il a appris, il l'a appris par la dévotion et la pratique quotidienne. Il jure d'égaler leur talent par un travail acharné et des efforts purs. Cela touche le cœur de Ri et elle s'excuse pour ses commentaires avant de reprendre l'épée et d'accepter l'entraînement, mais en le prévenant qu'elle ne se retiendra pas. Errol accepte et tente de flirter, mais ce moment est passé et la méchante le frappe au visage avec son épée rengainée. Un peu plus tard, la petite arrive en courant sur le terrain d'entraînement, essoufflée et stressée, et dit à Errol et Rey qu'elle vient de découvrir la guilde qu'ils vont affronter, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle leur dit que le groupe qu'ils vont affronter n'est autre que les membres de la guilde d'élite Lame Noire, qui compte plus de 8 épéistes de rang A, menés par leur chef Géo, connu pour être aussi vicieux qu'une vipère. Mais la petite n'a pas l'intention de reculer non plus, et avec un discours enflammé, elle leur dit qu'ils feront de leur mieux pour vaincre leurs adversaires. Elle regarde ensuite Errol, qui est à terre après avoir été malmené par Rey pendant la séance d'entraînement. La petite demande si Errol est mort, mais Rey répond qu'ils ne font qu'un entraînement spécial. Mais la petite pense que Rey se défoule simplement sur le nouveau. Errol se lève enfin, affirmant qu'il a faim après avoir été tant battu et qu'il veut manger un morceau. Une semaine passe pendant l'entraînement et finalement le jour de la compétition arrive. Des gens de tout le pays se rassemblent au Colisée, discutant du match, tandis qu'Errol est complètement époustouflé par l'immensité du lieu. La petite entend des gens affirmer que les crocs du dragon se sont écrasés et ont brûlé, ce qui met sa colère en ébullition, mais Rey parvient à l'arrêter. Errol réalise que les gens parient aussi ici, misant de l'argent sur les équipes qui vont gagner, et la petite lui dit qu'actuellement les cotes pour leur combat sont de 20 contre 1. Errol affirme que c'est assez impressionnant, mais la petite lui crie de se taire car cela signifie que personne dans toute la ville ne croit qu'ils peuvent gagner contre la guilde Lame Noire. Mais cela peut aussi être une bénédiction déguisée, car s'ils parviennent à gagner, ils peuvent repartir avec des tonnes d'argent d'un seul match. Rey essaie de la calmer, mais elle est trop emportée, avec un feu ardent dans les yeux. Elle affirme qu'ils doivent gagner ce match coûte que coûte, car s'ils perdent, il n'y aura plus de guilde. Et pour s'assurer qu'ils deviennent super riches après leur match, elle a contracté un prêt en mettant la maison de guilde en garantie. Ainsi, s'ils gagnent, leurs vies seront changées à jamais et personne ne parlera d'eux, comme d'une guilde minable qui était autrefois bonne. Rey demande ce qui se passera s'ils perdent, et la petite répond que cela n'a même pas d'importance, car s'ils perdaient, ils auraient de toute façon tout perdu. Soudain, elle est interpellée par un homme qui n'est autre que Géo, le chef de la guilde Lame Noire, qui commence à rabaisser la petite et explique que c'est lui qui a tiré quelques ficelles pour que le tout premier match soit entre leurs guildes. Ce sera un combat facile pour eux, qu'ils sont certains de gagner et en plus, ils pourront complètement éteindre les dernières braises de la guilde qui était autrefois la meilleure. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car si elle parvient à gagner, cela signifierait qu'elle a la meilleure guilde. Mais cela n'arriverait que si elle parvenait à vaincre leur épéiste de rang A. Mais avec un perdant sans classe dans leur équipe, cela ne semble pas probable. Sur ce, il rit de sa propre ingéniosité et leur souhaite bonne chance avant de s'éloigner.
Bientôt, ils entrent dans l'arène où Errol réalise que Gio lui-même ne semble pas combattre et se demande si cela augmente leurs chances de gagner. Mais Ray lui dit que toute leur équipe est de rang A, donc cela n'a pas d'importance. De plus, leur composition actuelle semble plus agressive que d'habitude. Finalement, l'heure du combat arrive et l'annonceur présente les concurrents. Du côté des Lames Noires, un garçon aux cheveux verts de la classe escrimeur est envoyé en avant, qui déclare avec arrogance qu'il vaincra toute l'équipe adverse. Tandis que le commentateur est surpris de voir que du côté des Crocs du Dragon, Errol, l'épéiste sans classe, va combattre. Le jeune escrimeur semble désintéressé, car peu importe la rapidité avec laquelle il vaincra un idiot sans classe, mais il décide de le faire quand même, car il pourra ensuite affronter les filles. Le match commence et en quelques secondes, l'escrimeur fonce et poignarde Errol à travers la poitrine, surprenant tout le monde par sa vitesse. Mais tandis que Loli s'inquiète pour Errol, Ray lui dit de regarder attentivement car il s'avère que ce n'était qu'une ombre d'Errol. L'escrimeur semble surpris, mais cela ne le déconcerte pas et il se retourne et fonce à nouveau pour ne trouver qu'une autre image rémanente. Il réalise que cela ne va pas se terminer aussi vite qu'il l'aurait espéré, car il est entouré d'images d'Errol. Mais cela ne lui importe pas, car il compte utiliser sa vitesse pour les poignarder tous. Les images rémanentes attaquent toutes en même temps, et l'escrimeur les transperce toutes pour finalement être poignardé par le véritable Errol, qui a réussi à produire 3 images rémanentes, ce qui est censé être vraiment difficile. L'escrimeur tombe au sol et le match est terminé, juste comme ça. Errol affirme que sa mère s'entraînait avec lui en utilisant 5 images à la fois, et que c'était elle qui allait doucement. Le commentateur est choqué alors que le public éclate en acclamations pour le candidat sans classe. Il réalise que même s'il a essayé exactement la même technique que le jeune escrimeur, la sienne n'était pas aussi raffinée, ce qui signifie qu'il devra y travailler encore plus. Le prochain match d'Errol est contre un manieur de 2 armes, qui pousse l'attaque avec un barrage constant de coups d'épée, mais Errol parvient à tous les bloquer, avant d'utiliser l'attaque de la double entaille pour terrasser son adversaire. Avec 2 adversaires à terre, le prochain qu'il affronte s'avère être un manieur de dague à prise inversée, qui est dit plus prudent dans ses mouvements et utilise un tas de techniques d'arts martiaux en plus de sa lame. Mais cela ne servait à rien car Errol est trop rapide pour lui et le déroute avec les images rémanentes avant de le frapper par derrière. Ray et Loli sont toutes deux choquées par le fait que cet homme vient de vaincre 3 épéistes de rang A sans transpirer et en un temps record, ce qui remplit Loli d'espoir de réellement gagner le match. Le match suivant s'avère un peu plus difficile car il est opposé à un épéiste au bouclier réputé pour sa robustesse. Et comme Errol ne peut pas porter de coups critiques, il est contraint de danser autour et d'user lentement sa protection petit à petit. Son adversaire lui crie qu'il ne peut pas être une personne sans classe, mais Errol répond que tout ce qu'il a accompli l'a été par un travail acharné et rien d'autre. Le brut lui dit que le travail acharné ne le mènera pas très loin face au talent, alors qu'il fonce en avant avec sa compétence de coup de bouclier. Mais Errol parvient à utiliser l'une des techniques emblématiques de sa mère, la prescience, alors qu'il prédit les mouvements de son ennemi et réussit à faire tomber le bouclier d'un coup de pied. Sur ce, il utilise la technique qu'il a apprise de son dernier adversaire, le pratiquant d'arts martiaux, et donne un coup de pied au ventre du brut. Il ramasse ensuite le bouclier et commence à avancer. Le brut s'enrage et tente d'attaquer, mais Errol parvient à parer avant de foncer en avant et d'utiliser le même coup de bouclier pour détruire son adversaire. Les gens commencent à protester et à le traiter de menteur qui ne divulgue pas son rang et sa classe. Alors les organisateurs apportent sa carte d'identité de classe vers la boule de cristal magique et diffusent en direct qu'il est bien une personne sans classe. Cela étant réglé, le prochain adversaire est annoncé, et il semble être différent. Cet épéiste s'appelle Masamune, et il s'avère être de la lignée des samouraïs de l'Est, avec une épée courbe appelée katana. Avant même que Masamune ne sorte son épée, Errol sent le danger et se prépare. Sachant que ce combat ne sera pas aussi facile que les autres, il réalise que Masamune prévoit d'utiliser sa compétence ultime, et comme un serpent, il attend de frapper. Mais Errol est curieux, alors il avance, se mettant en danger. Au moment où il entre dans la portée de l'épéiste, Masamune dégaine son épée vers Errol, mais d'une manière ou d'une autre, Errol est plus rapide et disparaît derrière lui. Masamune est choqué, mais Errol lui dit qu'il est sincèrement la personne la plus rapide qu'il ait vue en ville. Mais malheureusement pour lui, sa propre mère était bien plus rapide, alors il y est habitué. Sur ce, il utilise la compétence ultime de la princesse épéiste, poignardant son ennemi plusieurs fois, le vainquant. Sur ce, tout le monde est choqué et réduit au silence, alors que le membre supposé le plus faible de la guilde, la plus faible, vient de balayer les membres les plus forts des guildes les plus fortes. Errol se dirige vers Ray et la petite, se sentant satisfait du fait qu'il devrait avoir gagné assez d'argent pour maintenir la guilde à flot. Ce soir-là, de retour à la maison de guilde, ils ont immédiatement commencé à célébrer avec des boissons pour tout le monde. Errol était toujours choqué par le fait que la petite était assez âgée pour boire, mais elle affirmait être une femme adulte. Même si elle semble un peu petite, elle n'arrive toujours pas à croire qu'Errol ait vaincu à lui seul 5 épéistes de rang A de la meilleure guilde du pays.
Elle décide qu'elle doit essayer de le séduire, car il est son billet pour sortir de la pauvreté et de l'obscurité. Elle tente de lui demander sa main en mariage, affirmant qu'elle peut satisfaire tous ses désirs. Mais Errol est un vrai Sigma et la rejette catégoriquement, affirmant qu'il préférerait quelqu'un comme Ray à la place. Cela fait immédiatement rougir Ray, qui se lève de son siège en criant à Errol d'arrêter de dire des bêtises pareilles, juste parce qu'il veut repousser la petite. Mais Errol y pensait sérieusement. Il demande pourquoi elle penserait qu'il se moque d'elle, et elle répond que quand ils étaient jeunes, il l'avait traitée d'homme pendant le combat à l'épée. Elle affirme que quiconque l'a rencontrée a dit qu'elle n'avait aucun charme féminin, mais Errol peut voir 2 grands charmes féminins juste devant lui et se permet de ne pas être d'accord. La petite réalise que Ray n'a absolument aucune idée de sa plus grande force et de la façon exacte dont elle pourrait l'utiliser, donc elle n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour elle. Sur ce, elle commence à frotter les jambes d'Errol, affirmant qu'il doit être fatigué de tous les combats de la journée, et lui dit de la rejoindre dans la chambre. Ray est immédiatement gêné, disant à la petite d'arrêter de dire des choses étranges, mais la petite sourit sournoisement, affirmant qu'elle va juste lui donner un massage bien mérité après une journée fatigante. À sa surprise cependant, Errol répond qu'il préférerait un massage de Ray. Son idée d'un massage était de se faire tabasser par Ray sur le terrain d'entraînement alors qu'il essaie de maîtriser la magie de renforcement que Ray utilise si facilement grâce à sa classe et ses compétences. Loli observe depuis le balcon, se demandant si Errol a la moindre idée de ce qu'est réellement un massage. Le vacarme constant finit par réveiller le père de Loli, qui descend sur le terrain d'entraînement, complètement gueule de bois, se plaignant du bruit, affirmant qu'ils n'ont pas besoin de laisser éclater leur frustration d'avoir perdu le tournoi avant même qu'il ne commence au milieu de la nuit. Loli lui dit cependant qu'ils ont en fait gagné leur match, qui était contre la meilleure guilde actuelle. Cela attire son attention, mais il pense que la Lame Noire a dû envoyer ses novices de rang B ou C comme chair à canon. Mais Loli le surprend encore plus en disant que tous leurs adversaires étaient de rang A. Et non seulement cela, mais qu'Errol les a tous vaincus seuls, sans aucune aide. Cela sort son père de sa gueule de bois. Alors qu'il regarde Errol meurtri et malmené, se demandant si ce gamin est vraiment si fort, la petite affirme qu'elle avait fait un tas de paris, et parce qu'Errol a balayé l'équipe adverse, elle a décroché le gros lot, et maintenant non seulement ils sont sortis de leurs dettes, mais ils ont aussi assez d'argent pour couvrir leurs coûts d'exploitation. Son père, cependant, n'est pas si optimiste, affirmant que si par chance ce gamin est réellement si fort, il serait bientôt débauché par des guildes plus grandes, plus influentes et plus riches, donc elle ne devrait pas se faire de faux espoirs. Loli lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle va bientôt épouser Errol, ce qui signifie qu'ils seraient liés pour la vie. Errol annonce qu'il ne fera rien de tel, mais tourne rapidement son attention vers son père, affirmant que Loli est peut-être une idiote bornée, mais au moins elle n'est pas une perdante qui abandonne tout. C'était une pique claire envers le père de Loli qui le regarde dangereusement. Mais Errol ne comprend pas l'allusion et continue en disant qu'il devrait arrêter de se morfondre et commencer à agir davantage selon son âge, puisqu'il lui reste une main et qu'il peut manier une épée avec cette main. Cela déclenche la colère de son père, qui saisit immédiatement Errol par le col, lui disant d'éviter de parler de sujets dont il n'a aucune idée. Il dit à Errol qu'un épéiste à 2 armes, qui ne peut pas manier 2 armes, n'est rien d'autre qu'un gaspillage d'oxygène. Errol affirme qu'il n'est pas d'accord, car il est lui-même un épéiste sans classe, qui continue de concourir et d'essayer de s'élever dans ce monde. Sur ce, son père le repousse et remonte à l'étage. Loli et Ray viennent immédiatement aux côtés d'Errol, lui demandant s'il va bien, et Loli s'excuse pour le comportement de son père, tout en remerciant Errol d'avoir parlé. Errol affirme que même après avoir perdu son bras et être resté inactif si longtemps, son père est toujours incroyablement fort et c'est un gâchis qu'il refuse d'utiliser son incroyable force et son expérience. Il pense à toutes les compétences géniales qu'il pourrait apprendre d'un épéiste à 2 armes et se promet qu'il motivera Rod, le père de Loli, à reprendre l'épée une fois de plus. Loli entend parler de son désir d'apprendre de nouvelles compétences et lui suggère d'affronter certains des donjons près de la ville. Errol est complètement ignorant des donjons, alors Ray lui explique que les donjons sont des cavernes souterraines où les monstres apparaissent par centaines et où tout l'endroit est rempli de pièges, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour apprendre de nouvelles compétences et monter de niveau avec plus d'expérience de combat réel, ce qui les aiderait pendant la coupe du dieu de l'épée. Errol n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors elle explique que la ville organise chaque année un tournoi où les meilleurs épéistes du pays participent pour montrer leurs compétences et prouver qu'ils sont le seul et unique meilleur épéiste du pays. La petite sort immédiatement un formulaire et dit à Errol de le remplir s'il veut participer, mais à l'horreur de Ray, il le déchire juste devant eux. Ray est confuse et demande s'il ne veut pas participer au concours, mais Errol répond que Loli essayait de lui faire un coup monté et lui a donné un certificat de mariage à signer à la place. La petite rit, affirmant qu'elle ne faisait que tâter le terrain, mais Errol en a fini d'être un gentil garçon et l'a saisie dans un étranglement arrière pour lui donner une leçon. Le lendemain matin, Errol se réveille et trouve Loli essayant de l'agresser, mais il l'esquive et l'attache au lit avant de partir. Plus tard ce jour-là, ils se dirigent tous ensemble vers les donjons,
où Loli explique que tout le monde peut se tenir dans les cercles de téléportation par lesquels ils peuvent se téléporter au niveau du donjon qu'ils désirent, mais on ne peut aller qu'au niveau où l'on a déjà été auparavant. Loli affirme qu'elle a atteint le niveau 12, tandis que Ray a atteint le 14. Errol décide immédiatement d'accompagner Ray au 14e niveau, mais Loli affirme que cela ne fonctionne pas comme ça et qu'il doit être physiquement présent à ce niveau pour pouvoir y retourner. C'était une déception car Errol voulait affronter les monstres les plus forts qu'il pourrait trouver dès le départ. Mais la petite lui dit de ne pas s'inquiéter car elle connaît un chemin très court qui les mènera très rapidement aux étages inférieurs. Ils acceptent le plan, mais Loli essaie de se retrouver seule avec Errol, affirmant que Ray peut continuer sa course au niveau 14 puisque Errol n'aurait pas besoin de 2 guides et commence à l'entraîner loin. Mais Errol n'était pas si facilement manipulable et demande à Ray de les accompagner. Ils entrent au premier étage où ils sont immédiatement attaqués par 2 chevaliers en armure. Errol dégaine son épée et commence à se battre avec l'un d'eux, tandis que Ray s'occupe de l'autre. Il est surpris de constater que même avec des armures lourdes, le chevalier se déplace avec une agilité incroyable, mais ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Alors il utilise son pas éclair et tranche la tête du chevalier, seulement pour réaliser que l'armure entière est vide et est alimentée par le mana du donjon lui-même. Le chevalier recommence à bouger même sans sa tête, et Ray affirme qu'ils n'ont pas de réelle faiblesse et ne ressentent pas la douleur non plus. Alors Errol décide de viser les jambes, ce qui fonctionne à merveille, car les chevaliers magiques s'effondrent au sol. Ray s'occupe également de son adversaire, affirmant qu'ils vont bientôt se régénérer et qu'ils doivent donc avancer. Avant d'aller plus loin cependant, Errol demande à Loli quelle est sa classe, et elle déclare très fièrement qu'elle est une escrimeuse, et promet de lui apprendre tout ce qu'il veut sur le terrain d'entraînement ou au lit, mais Errol la rejette une fois de plus et continue son chemin. Avant d'entrer au 2e niveau cependant, ils entendent des cris d'aide venant de la porte, et quand ils s'approchent, ils trouvent un homme couvert de sang. Agenouillé sur le sol et implorant de l'aide, Ray suggère de le ramener à la surface, mais l'homme refuse, affirmant que ses amis sont toujours à l'intérieur et qu'ils ont été gravement blessés par un piège. Il les supplie d'aider à secourir ses amis, mais Loli passe immédiatement aux choses sérieuses en demandant de l'argent en échange de son aide. À sa grande surprise, l'homme lui paie même une belle somme avec l'argent qu'il a gagné au jeu de hasard, mais Errol sent que quelque chose ne va pas. En marchant derrière l'homme, il remarque que chaque fois qu'il perdait du sang comme ça, il ne pouvait même pas s'asseoir seul sans eau bénite, encore moins marcher jusqu'à une pièce dangereuse. Il réalise que le sang et les blessures sont complètement faux, mais décide de garder cette information pour lui, juste parce qu'il pense que cela pourrait mener à quelque chose d'intéressant et d'amusant. L'homme les emmène dans une pièce secrète où ils trouvent une trace de sang et une flaque au centre avec une seule pièce d'or. La vue de la pièce attire immédiatement Loli qui va la ramasser. Quand un cercle de téléportation apparaît sous eux, Ray réalise que c'était un coup monté, tandis que l'homme leur sourit narquoisement, affirmant qu'il a été bien payé pour faire un travail aussi facile. Mais à sa grande surprise, le cercle magique l'a téléporté avec les autres. Ils apparaissent tous à un étage que même Ray n'a pas vu, ce qui signifie que c'est encore plus bas que le 14e étage, mais pas encore de signe d'ennemi puissant. Le gars qui faisait semblant d'être blessé tremblait de peur, en bredouillant que c'est censé être l'étage le plus bas du donjon, où l'on peut trouver le dieu de l'épée avancé. Soudain, un chevalier avec une armure enchantée arc-en-ciel apparaît devant eux, mais Loli refuse de croire l'histoire de la classe du dieu de l'épée, que tout le monde pensait n'être qu'un mythe. Errol, cependant, réalise le danger imminent et pousse immédiatement Loli à terre, alors que le dieu de l'épée envoie une entaille aérienne si puissante qu'elle brise les murs du donjon. Sans perdre de temps, le dieu de l'épée attaque Errol, qui parvient à peine à lever son épée à temps, bloquant l'attaque même s'il est projeté contre le mur. Il réalise qu'il n'a survécu que grâce à l'entraînement de magie de renforcement qu'il a reçu de Ray. Il essaie de riposter avec son épée contre son adversaire, mais le chevalier est extrêmement rapide et utilise toutes les techniques avancées pour reculer rapidement. Sur ce, il sourit, affirmant que c'est une bonne occasion de se tester. Cela choque complètement son groupe, tandis qu'il utilise la même technique du pas divin pour réduire la distance et poursuit l'attaque, frappant le chevalier d'un barrage de coups qui sont bloqués. Le chevalier est forcé de reculer mais utilise une compétence qui augmente la gravité dans la pièce, forçant les autres au sol. Mais Errol maintient facilement sa posture car il a déjà affronté la même chose auparavant quand il était plus jeune, s'entraînant contre sa mère. Il utilisait toute sa force à l'époque juste pour pouvoir tenir debout, alors quand sa mère attaquait, il n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Mais cette fois, c'est différent. Il utilise la pièce d'or pour annuler l'attaque, ce qui crée une petite ouverture, et Errol l'exploite à son plein potentiel. Utilisant une de ses plus fortes capacités appelée rupture infinie, le chevalier se brise en morceaux après cette attaque, choquant toutes les personnes présentes dans la pièce. Il retrouve ses forces avec de l'eau bénite et ensuite tout quitte le donjon, en toute sécurité, grâce au sort de téléportation. De retour au bar, Rod buvait à nouveau quand il surprend une conversation entre 3 jeunes idiots, parlant de la façon dont ils ont piégé les nouveaux membres de la guilde de la Croque du Dragon, et qu'ils ne reviendront très probablement jamais. Rod s'approche d'eux et brise leur table d'un seul coup de poing, leur ordonnant de révéler tout ce qu'ils savent. Mais il est interrompu par Jorg,
qui le traite de bon à rien d'ivrogne. Rod réalise immédiatement que cela a dû être monté par Jorg, ce qui signifie que les chances de survie de sa fille sont quasi nulles, complètement brisées. Il se jette sur Jorg, mais est repoussé comme un paysan, tandis qu'il s'agenouille au sol, souhaitant pouvoir sauver sa petite fille. Mais une voix soudaine venant de la porte attire son attention, et il se retourne pour voir Loli. Aux côtés d'Errol et Ray, ils entrent dans la taverne, parlant de leur faim. Loli remarque son père et l'horrible Jorg, mais est surprise quand Rod la serre fort dans ses bras, remerciant Dieu d'avoir veillé à la sécurité de sa fille. Ray interpelle Jorg, affirmant qu'ils ont obtenu toutes les informations de son acolyte, qui a avoué que c'était tout le plan de Jorg. Mais comme n'importe quel politicien, il refuse catégoriquement de l'admettre, affirmant que chacun est responsable de sa propre sécurité dans les donjons, et Errol pense que c'est un argument valable. Rod dit à Jorg qu'il ne s'en tirera pas comme ça, mais Jorg le traite simplement d'ivrogne bon à rien et sort de la pièce, tandis qu'Errol se demande à quel nouveau tour il devra faire face maintenant. Quelques jours passent, et maintenant Loli reçoit un parchemin qui contient tous les tableaux préliminaires du tournoi. À son horreur, elle se retrouve dans le même tableau qu'Errol, ce qui anéantit immédiatement son moral, car cela signifie qu'elle n'a absolument aucune chance de gagner les préliminaires et de représenter réellement sa guilde au tournoi principal. Errol est un peu confus quant au concept des préliminaires, alors Ray lui dit que puisque le tournoi du dieu de l'épée inspire et attire un si grand nombre d'épéistes aspirants, il est presque impossible de tous les faire participer au tournoi principal. Alors la ville organise les préliminaires avec différents tableaux basés sur un lancer de dés. C'est pure chance de savoir qui affronte qui dans le tableau, et le vainqueur de chaque tableau obtient un billet direct pour le tournoi principal. Errol vérifie le parchemin que Ray lisait et remarque qu'elle est dans un groupe différent du sien. Elle remercie le ciel pour cela, puisqu'elle n'aurait aucune chance de rivaliser avec Errol de toute façon. Elle commence à prier le dieu de l'aider à passer les préliminaires sans trop de problèmes. Alors qu'Errol se moque d'elle pour ses problèmes avec son père, Loli les interrompt, affirmant qu'ils doivent retourner dans les donjons pour s'entraîner. Mais Errol est trop ennuyé par les donjons à ce stade, et veut partir. Loli essaie cependant de faire la mignonne, lui disant qu'elle a besoin d'un homme fort pour la défendre, au cas où les choses tourneraient mal. Ray réalise à quel point Loli est pathétique, et prévoit de lui apprendre une chose ou deux sur l'indépendance. Mais avant qu'il ne puisse partir, Rod apparaît dans la pièce, agissant un peu trop dramatiquement alors qu'il attrape sa fille, lui disant d'être très prudente, car on ne sait jamais quand Jorg décidera de frapper à nouveau. Loli pouvait voir la peur dans les yeux de son père, alors elle accepta solennellement de jouer la prudence avant de sortir. Rod se retourne et trouve Errol le jugeant silencieusement, mais Rod affirme qu'il a encore le temps de se ressaisir et d'être plus un père protecteur pour sa fille. Errol cependant sourit simplement, affirmant qu'il n'est jamais trop tard pour être une bonne personne et s'en va. Quelques semaines passent et finalement le jour des préliminaires arrive. Les matchs commencent tandis que le public acclame depuis les remparts, alors que les combattants s'affrontent dans un tourbillon d'étincelles et de coups d'épée. Lentement mais sûrement le groupe commence à s'éclaircir à mesure que les gens sont éliminés, et même Loli perd son match avant même de rencontrer Errol. Elle rumine dans un coin, triste des résultats, car elle espérait au moins atteindre les finales cette fois-ci. Mais Errol ne se soucie pas de ses sentiments, affirmant qu'elle s'inquiétait pour rien de ne pas gagner les préliminaires parce qu'ils étaient dans le même tableau, puisqu'elle aurait perdu de toute façon. Cela laisse Loli encore plus triste qu'avant, mais elle se ressaisit et lui dit de rester sur ses gardes, même s'il est vraiment fort car l'autre finaliste de leur groupe a quelques tours spéciaux dans sa manche. Errol cependant ne semble pas trop dérangé et répond qu'il a déjà vu presque tous les tours de ses combats dans les donjons, donc il doute que cet adversaire le surprenne. Loli cependant n'est pas si sûre, car elle répond que cette épéiste rousse est en fait une épéiste magique qui peut utiliser ses sorts magiques pour renforcer ses épées avec du mana et une puissance supplémentaire. C'était intéressant car Errol ne s'attendait pas à ce que la ville autorise l'utilisation de la magie dans un tournoi basé sur le fait d'être le meilleur épéiste. Loli répond que peu importe votre classe, il suffit de faire partie d'une guilde pour participer au tournoi. Sur ce, l'annonceur appelle Errol et Loli lui souhaite bonne chance. Il monte sur l'arène et se retrouve face à la fille rousse qui lui dit directement qu'elle est une épéiste magique et que c'est une classe acceptée. Donc elle ne veut pas l'entendre se plaindre que le combat était injuste à cause de sa magie. Errol lui dit directement que ça ne le dérange pas et que le meilleur combattant gagnerait le match. Sur ce, l'annonceur lance le match et immédiatement la fille rousse commence à lui lancer des boules de feu. Errol fait un mouvement à la Matrix et esquive les attaques une par une tout en déviant et en tranchant le reste. La fille épéiste magique semble cependant avoir une réserve de mana infinie alors qu'elle continue son barrage, mais Errol esquive et se faufile à travers les attaques pour s'approcher et l'affronter de près. Il essaie immédiatement de la frapper, mais la fille parvient à le bloquer tout en utilisant une autre boule de feu pour le repousser. Errol commence à se faire une idée de ses compétences et commente qu'il doit être assez pratique de pouvoir passer des attaques de mêlée aux attaques à distance à volonté. Elle se vante d'être douée et qu'un perdant sans classe comme lui ne pourrait jamais la vaincre.
Mais Erol répond qu'elle n'est maîtresse d'aucune de ces deux disciplines, même si elle en connaît les bases. Cela l'énerve vraiment et elle promet de lui faire ravaler ses mots alors qu'elle utilise sa magie pour imprégner le feu dans sa lame en faisant une épée flamboyante, affirmant que seule une personne de la vraie classe d'épéiste magique peut manier quelque chose comme ça. Sur ce, elle balance son épée, faisant que la flamme poursuit Erol qui l'esquive calmement et la tranche. Mais même lui a du mal à comprendre d'où viendra la prochaine attaque. À cause de ses mouvements erratiques, il reconnaît son talent, affirmant qu'elle a dû beaucoup pratiquer. Mais bientôt, il se tient immobile et lui donne une leçon magistrale sur ce à quoi ressemble la véritable maîtrise, alors qu'il commence à dévier les attaques de flamme sans bouger d'un pouce de sa position. Il affirme que même si son escrime de base était meilleure que celle de Loli, elle aurait pu être tellement plus efficace et problématique. Mais à ce niveau, elle est à peine meilleure que les PNJ. Cela embarrasse complètement la fille, et alors qu'elle perd son sang-froid, Erol utilise cette opportunité pour lui envoyer une double entaille qui éteint complètement sa flamme, la choquant. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, il utilise son pas éclair pour apparaître derrière elle et la frappe à la tête avec son pommeau. La mettant KO, la foule éclate en acclamation alors que les juges annoncent Erol vainqueur du 4e bloc. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était comment maîtriser et appliquer les compétences qu'il venait de voir cette fille utiliser. Quelques jours passent après cela, et finalement le jour du tournoi final arrive. Loli retourne à la guilde pour réveiller son père, car elle insiste pour qu'il regarde le tournoi avec elle, afin qu'il puisse encourager Erol et Ray, qui ont tous deux remporté leur bloc et sont dans le tournoi principal. Son père n'ouvre même pas les yeux et lui dit d'y aller seul. Comme il ne s'en soucie pas vraiment, Loli essaie de le provoquer, lui demandant s'il a peur de voir Jorg là-bas. Rod est immédiatement provoqué, lui disant qu'il n'a pas peur de Jorg, mais il reprend vite ses esprits et dans un moment de vulnérabilité, il dit à sa fille qu'il a essayé de reprendre son épée hier et il a réalisé qu'il était tellement rouillé à ce point qu'il pourrait même ne pas gagner le tournoi du dieu de l'épée. Cela énerve au plus haut point Loli, qui n'a même pas pu se qualifier pour les préliminaires, encore moins rêver de gagner le tournoi du dieu de l'épée, tout en se qualifiant de rouillé. Elle lui dit qu'il devrait penser à comment il peut encore rivaliser avec les combattants en finale des tournois, alors que d'autres épéistes qui se sont entraînés toute leur vie ne peuvent même pas se qualifier pour le premier match. Finalement, Rod accepte d'y aller, et en chemin vers le stade, il pense à la façon dont il a entraîné Ray quand il avait encore ses deux bras, au lieu d'être un désastre manchot. Il repensa chaleureusement à ces moments, et se demanda comment Ray allait se comporter, étant donné qu'elle est sa plus ancienne élève à ce stade et qu'il est vraiment lié à elle. De retour au tournoi, Ray semble perdre ses nerfs alors qu'elle secoue ses jambes avec anxiété. Regardant le sol, elle est surprise par Erol, qui lui demande si elle a peur qu'ils ne se rencontrent dès le tout premier match. Cela semble lui faire oublier ses peurs alors qu'elle essaie de le frapper. Mais Erol attrape son coup de poing juste au moment où les juges annoncent que le premier match opposera Jorg, le champion en titre, à Erol, le Venom sans classe qui surprend tout le monde avec son parcours sans défaite jusqu'à présent. Il se lève pour partir, mais Ray lui attrape la main, lui souhaitant bonne chance. Sur ce, Erol entre dans l'arène, où Loli l'interpelle, lui disant de botter le cul de Jorg et de le déchirer en 64 morceaux. Mais au moment où Erol aperçoit Jorg entrer dans l'arène, il réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Les yeux de Jorg sont devenus violets, il a des crocs et une corne, on dirait qu'il vient de vendre son âme au démon. Les sens d'araignée d'Erol commencent à picoter, alors qu'il réalise que ce type pourrait être dangereux. Mais Rod réalise immédiatement ce qui se passe. Il remarque l'épée que Jorg tient et avertit Erol de reculer. Comme il tient une épée avec un démon très puissant piégé à l'intérieur, la voix de Jorg semble différente alors qu'il prend la parole, affirmant qu'il ne pensait pas que quelqu'un le reconnaîtrait. Loli est confuse car Jorg devrait savoir qui est Rod, mais Rod répond que le démon lui-même semble avoir possédé Jorg à ce stade, ce qui signifie que Jorg n'a le contrôle de rien. Rod affirme que l'épée est censée être l'épée originale utilisée par le dieu de l'épée qui a vaincu le roi démon. Mais avant de mourir, le démon a maudit l'épée, à cause de quoi elle était censée être enfermée dans le dépôt royal. Le démon sourit, affirmant qu'il a été scellé pendant des centaines d'années, mais il est resté patient car il savait qu'un jour quelqu'un viendrait le libérer et réclamerait le pouvoir pour lui-même. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jorg. Il annonce à tout le monde dans le stade qu'il est le démon nommé Gelda, le destructeur de l'humanité. Cela fait même sortir Ray qui affirme qu'elle a toujours pensé que Gelda n'était qu'un mythe, une légende pour effrayer les enfants, le démon qui est devenu assez puissant pour détruire la planète entière elle-même. Le chaos et la peur s'ensuivent alors que les roturiers reconnaissent son nom et commencent à fuir le stade, provoquant une bousculade. Gelda, cependant, apprécie le son des humains hurlant pour leur vie et ne va pas les laisser s'échapper si facilement. Alors il crée un cercle magique sous lui, couvrant tout le stade d'un dôme d'énergie magique, capturant et enfermant les gens à l'intérieur. Il rit de l'horreur qu'il provoque, affirmant que les cris des humains sont comme de la musique à ses oreilles, et qu'il va en profiter tout en les massacrant tous.
À sa surprise, Errol ne bouge pas de sa position et a même son épée dégainée. Gelda lui dit de fuir pour sa vie, mais Errol affirme avec confiance qu'il pourrait le battre puisqu'il a déjà été battu une fois, ce qui signifie qu'il n'est pas invincible. Le démon rit, affirmant que la dernière fois il a été vaincu par un dieu de l'épée. Et selon la mémoire de Jorg, il n'y a pas de dieu de l'épée vivant à ce moment-là. Errol rétorque qu'il y a toujours un dieu de l'épée vivant, qui est sa propre mère, et qu'il peut toujours le vaincre sans être un dieu de l'épée. Le monstre ne peut s'empêcher de rire, mais bientôt son rire s'arrête, alors qu'Errol se précipite pour une attaque, forçant le démon à reculer avant de contre-attaquer. Errol esquive les attaques, tandis que le démon reste là, choqué, réalisant que ce garçon vient d'utiliser la technique du pas divin que seuls les dieux de l'épée utilisent. Errol, cependant, ne s'arrête pas et continue d'utiliser cette technique, attaquant le démon depuis plusieurs positions. Mais le démon sourit simplement, affirmant qu'Errol a oublié qu'il est dans le corps d'un empereur de l'épée, ce qui signifie que les attaques d'Errol ne lui causent pas beaucoup de dégâts. Sur ce, le démon saute et frappe Errol à l'épaule, le projetant au sol, pensant que le garçon est fini. Il est choqué cependant quand la poussière se dissipe, car Errol semble avoir absorbé l'attaque sans trop de dégâts. Grâce à son entraînement avec Rey, cela secoue un peu Gelda, qui se lance à l'attaque. Mais Errol le repousse calmement, avant de contre-attaquer avec sa propre attaque de rupture infinie, tranchant et hachant le démon depuis plusieurs directions, le submergeant complètement dans une rafale d'attaque. Cela déclenche le SSPT de Gelda, car il ne doute pas qu'Errol utilise toutes les attaques du dieu de l'épée. Mais il ne peut pas croire qu'un simple garçon puisse être un épéiste de ce niveau. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, Errol utilise une puissante entaille pour achever le démon, qui tombe au sol dans un nuage de poussière. Tout le monde acclame Errol, pensant qu'il a vaincu le dieu démon. Mais Gelda n'était pas encore mort, car son corps réel était toujours l'épée, et tous les dégâts avaient été faits au corps de Jorg. Il commence rapidement à chercher un nouvel hôte et saute immédiatement vers Rod. Errol parvient à écarter Rey du chemin, tandis que Rod saute devant sa fille pour la protéger. Quand la poussière se dissipe cependant, Rod se tient là avec l'épée démoniaque à la main et attrape Loli, posant la lame sur sa gorge. Errol se maudit de ne pas avoir réalisé qu'il devait attaquer l'épée, pas le corps de Jorg pour le vaincre, mais il est trop tard maintenant. Il dit à Errol que s'il bouge d'un seul pouce, Loli est morte. Mais Errol se déplace librement, lui disant qu'il ne peut pas tuer Loli. Rey ne sait pas pourquoi il provoque un démon littéral, mais quand Gelda essaie de tuer Loli, la main refuse de bouger. Errol affirme que Rod est bien plus fort que Jorg ne l'a jamais été, donc le posséder ne serait pas si facile. Rod plonge l'épée dans le sol, libérant Loli, tandis que Gelda essaie de riposter et de prendre le contrôle. Rod est cependant trop fort pour lui et parvient à se libérer de l'emprise du démon, jetant l'épée sur Errol, qu'il a réduit en poussière, tuant le démon une fois pour toutes. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce terrible incident, mais cela s'est avéré être une véritable aubaine pour la guilde de Loli. Depuis qu'Errol a remporté la coupe du dieu de l'épée, il était de notoriété publique que Dragonfang avait pour mission de retrouver son ancien statut de guilde la plus puissante de la ville. En entendant cela, de nombreux nouveaux épéistes aspirants ont commencé à s'inscrire à la guilde, s'attendant à être formés par le vainqueur de la coupe du dieu de l'épée, Errol lui-même. Malheureusement pour eux, ils ont eu un professeur bien plus expérimenté et bien plus strict qu'Errol, en la personne de Rod, qui s'était transformé après le dernier incident et avait retrouvé toute sa confiance. Il commence à entraîner les nouveaux membres de la guilde sans pitié, avec la même passion qu'il avait auparavant. Il s'est entraîné seul contre toutes les nouvelles recrues, les battant à plate couture et les entraînant jusqu'à ce qu'elles ne puissent même plus tenir debout. L'une des nouvelles recrues a fini par se cacher derrière un pilier, mais Loli l'a vu et l'a confronté. Elle a affirmé qu'il ne l'avait accepté dans leur guilde que parce qu'il avait promis de donner le meilleur de lui-même et de s'entraîner avec une totale dévotion. La recrue baisse les yeux vers le sol, marmonnant qu'il ne s'attendait pas à ce que Rod lui-même les entraîne avec son régime diabolique. Il demande ensuite à Loli si Errol les entraînerait aussi bientôt, mais Loli pousse un soupir exaspéré, affirmant qu'Errol avait fini par quitter la guilde après sa victoire à la coupe du dieu de l'épée. Elle se lamente sur la façon dont même Rey a fini par le suivre dans l'espoir de l'arrêter. Mais maintenant, tous les deux sont partis pour le moment, et elle n'a aucune idée de quand ils reviendront, s'ils reviennent un jour. Pendant ce temps, Errol est déjà dans la forêt, voyageant dans la charrette du même aventurier qui l'avait amené dans cette ville. Le conducteur est surpris de voir Errol quitter la ville de Brescia si tôt, surtout après avoir remporté la coupe du dieu de l'épée, ce qui l'avait en fait rendu célèbre. Errol répond calmement que puisqu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée, censée être la compétition des épéistes les plus forts, cela signifie qu'il a déjà vaincu le meilleur que Brescia avait à offrir, ce qui signifie qu'il n'a plus aucune raison de rester ici. Le conducteur était confus, car il y a encore de nombreuses raisons de rester dans la cité des épéistes, surtout si l'on détient le titre de plus fort de la ville. Errol ne veut pas stagner dans un endroit qui ne peut plus le défier. Le conducteur demande alors pourquoi il retourne exactement à son village et se demande s'il avait le mal du pays, mais Errol répond qu'il voulait simplement tester ses compétences contre les meilleurs et voir jusqu'où il était allé avec son entraînement.
Le conducteur est confus, mais Errol affirme qu'il veut voir s'il pourrait vaincre sa propre mère lors d'un match d'entraînement maintenant. Un peu plus tard, il atteint enfin son village et essaie de se faufiler dans sa propre maison pour surprendre sa mère qui ramasse des fleurs. Mais sa mère est trop expérimentée et le sent immédiatement arriver, puis l'appelle par son nom. Errol est surpris, mais il sourit, sachant qu'il a été attrapé par la plus forte combattante du monde et non par une femme sans talent. Sa mère se retourne et le dévisage de haut en bas, affirmant qu'il semble avoir acquis une bonne dose d'expérience maintenant. Errol répond qu'il a réussi à remporter la coupe du dieu de l'épée, et sa mère semble ravie de l'entendre, car elle affirme qu'ils ont maintenant 2 personnes dans la famille qui ont gagné cette compétition. Errol sourit à cela, mais en un clin d'œil, sa mère disparaît et réapparaît devant lui, tenant une fleur près de son visage, lui demandant si elle sente bon. Errol est choqué par cela, réalisant qu'il aurait été perdu si cette fleur avait été une épée, ce qui signifie qu'il a encore besoin de beaucoup plus d'entraînement s'il aspire un jour à atteindre le niveau de sa propre mère en matière d'escrime. Il lui sourit, affirmant qu'elle avait vu clair en lui et connaissait déjà la vraie raison de sa présence ici. Sa mère sourit, affirmant qu'elle ne serait pas sa mère si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait juste au regard de ses yeux. Elle lui dit cependant que s'il s'entraînait ici même, il détruirait certainement toute la maison et propose de faire leur séance d'entraînement sur le terrain d'entraînement derrière les montagnes. Ils se préparent tous les deux et se retrouvent à l'endroit d'entraînement proposé, épées à la main. Elle lui sourit, se demandant à quel point son fils est fort maintenant. Mais Errol la prévient de ne pas le prendre à la légère, car il s'est beaucoup amélioré depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés sur le terrain d'entraînement. Sa mère sourit simplement, et en un instant apparaît devant lui, son épée dégainée. Errol parvient à bloquer l'attaque, envoyant des étincelles autour de la zone alors qu'il essaie de la retenir. Elle lui sourit, affirmant qu'elle ne veut pas qu'il pense qu'elle ne prend pas cela au sérieux. Mais Errol essaie d'ignorer ses paroles, sachant que même un moment de distraction pourrait lui être désastreux. Il réalise qu'il n'a pu bloquer cette attaque que parce qu'il l'avait déjà vu faire la même chose dans leur jardin. Il réalise qu'il doit passer à l'offensive s'il veut gagner contre elle, alors il esquive son épée avant de sauter en l'air et d'utiliser feinte divine et tranche aérienne jumelles en combinaison contre elle. Sa mère parvient à parer cela facilement et demande avec enthousiasme s'il a utilisé les 2 compétences ensemble. Errol répond qu'il l'a fait et demande quel genre de compétences elle a utilisé pour bloquer ses attaques, ce qui la déconcerte car elle répond qu'elle a simplement balancé son épée et rien d'autre. Errol est choqué car il réalise que ses attaques sont si faciles à gérer qu'elle n'utilise même aucune compétence pour cela. Ils continuent de s'affronter, provoquant d'énormes ondes de choc qui effraient les habitants du village, qui se demandent si 2 monstres se battent dans la forêt. Errol continue de pousser l'attaque, utilisant la technique du saut aérien pour bondir dans les airs et l'atteindre, mais elle parvient à le repousser alors qu'ils retournent tous 2 au sol. Sa mère lui sourit, affirmant qu'il est peut-être temps pour elle de sortir le grand jeu alors qu'elle libère la force divine de son épée. Errol fait de même et ils s'affrontent tous les 2 une fois de plus. Pendant ce temps, Ray arrive également au village et le trouve plutôt désert, alors elle décide d'aller chez Errol et de demander s'il est déjà revenu. La porte est ouverte par la sœur cadette d'Errol, qui n'aime pas vraiment que des traînées viennent frapper à sa porte pour demander son frère. Elle essaie de la renvoyer et de fermer la porte, mais Errol et sa mère reviennent à ce moment précis, meurtris et contusionnés par le match d'entraînement. Il est surpris de voir Ray dans le village et affirme qu'il était dans la forêt en train de faire un match d'entraînement avec sa mère. Sa mère semble très fière, car elle affirme qu'Errol est devenu beaucoup plus fort et l'a même vaincu aujourd'hui. Errol sourit et répond qu'il était de tous les 2 à égalité et qu'Errol a réussi à la vaincre purement par la force et rien d'autre. Ray est toujours très surprise, car sa mère est une véritable déesse de l'épée mythique, mais Errol répond qu'elle l'aurait expédiée en un rien de temps si elle avait été à son apogée. Mais même dans cet état affaibli, après avoir arrêté l'entraînement il y a des années, elle restait l'adversaire le plus difficile qu'il ait jamais affronté. Ils entrent bientôt dans la maison et s'assoignent pour discuter autour d'un gâteau où sa mère est vraiment intéressée de savoir comment Errol a connu cette jolie jeune femme. Errol répond qu'ils vivaient ensemble en ville, ce qui met des étoiles dans les yeux de sa mère qui se demande si c'est la bonne, mais Ray clarifie immédiatement qu'ils étaient dans la même guilde et rien d'autre. Sur ce, elle se souvient pourquoi elle était là en premier lieu et demande à Errol pourquoi il a quitté la guilde si brusquement. Errol répond qu'il a également laissé une lettre de démission, mais Ray affirme qu'il aurait dû au moins leur parler, leur dire au revoir avant de partir, mais Errol a l'Asperger ou quelque chose comme ça, car il répond simplement qu'il n'avait aucune compétition en ville, il était donc évident qu'il n'avait d'autre choix que de partir. Sa mère demande si elle est venue jusqu'ici juste parce qu'elle s'inquiétait pour Errol, mais Ray refuse, affirmant qu'elle est en fait venue ici pour devenir son élève, afin d'apprendre toutes les techniques qu'elle a à offrir. La mère d'Errol répond, en lui demandant si elle veut apprendre à devenir une bonne femme au foyer pour Errol.
Avant que Ray ne puisse argumenter davantage, une voix très familière pour elle vient de la cour avant d'Errol, où Evans, le père de Ray, interpelle la mère d'Errol, affirmant qu'ils doivent immédiatement partir pour la forêt, car des monstres incroyablement forts s'y trouvaient il n'y a pas longtemps et ont complètement détruit la moitié de la forêt. Sa mère réfléchit rapidement et affirme qu'elle et Errol y sont déjà allés et ont réglé le problème du monstre, et que cela ne les dérangerait plus. Evans est soulagé d'entendre cela et répond qu'il fera savoir au village qu'il n'y a pas besoin d'évacuation pour le moment. C'est alors qu'il remarque sa propre fille, Ray, affirmant qu'elle ressemble de plus en plus à sa mère chaque jour. Il demande pourquoi elle est ici. Mais avant que Ray ne puisse répondre, la mère d'Errol intervient, affirmant que Ray veut apprendre à devenir une bonne épouse. Ray rétorque, affirmant qu'elle veut juste être une bonne épéiste. Mais la mère d'Errol lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle lui enseignera à la fois l'escrime et les devoirs d'une épouse. Cela étant dit, Errol finit par monter à l'étage, dans le bureau de son père, où il le trouve occupé à son bureau avec un tas de symboles magiques. Il salue Errol, affirmant qu'il est sur le point de faire une percée, qui pourrait devenir sa technique ultime. Errol n'est pas intéressé par tout cela, et lui dit directement qu'il a enfin vaincu sa mère, et veut maintenant apprendre la magie de son père. Son père le félicite d'avoir vaincu le dieu de l'épée, mais lui dit directement qu'il lui est impossible d'apprendre la magie. De retour dans la cuisine, sa mère tend un couteau à Ray pour lui apprendre à couper des légumes, mais Ray n'a jamais rien tenu d'autre qu'une épée dans ses mains, alors elle l'utilise comme ça, brisant toute la table, choquant à la fois la mère et la petite sœur d'Errol. Un peu plus tard, Errol et son père réparent la table, et il montre sa magie en réparant une tasse cassée. En rangeant tous les outils dans l'abri, son père lui dit à nouveau d'arrêter d'essayer d'utiliser la magie car il lui est impossible de le faire. Il explique qu'avec les épées, il pouvait s'entraîner et essayer chaque jour et s'améliorer lentement. Les épées cassées dans leur abri sont la preuve de son travail acharné et de son dévouement. Mais essayer d'apprendre la magie sans avoir de réserve de mana, c'est comme essayer de maîtriser une épée sans avoir de bras. C'est quasiment impossible. Errol se tourne vers son père et lui demande comment il sait exactement qu'Errol n'a pas de mana. Son père répond qu'il aurait reçu une classe s'il avait eu du mana, mais Errol répond qu'un jour, alors qu'il s'entraînait avec Ray et Brescia, il a fini par utiliser toute l'eau bénite de la guilde, ce qui a agacé la petite qui a affirmé que leur guilde était déjà endettée et que la consommation d'eau bénite d'Errol les enfonçait encore plus. Sur ce, elle a sorti un tas de potions de récupération de mana à la place et lui a dit de boire ça. Depuis qu'il a bu les potions, Errol pouvait sentir une petite quantité de mana se déplacer dans son corps. Son père est très intéressé d'entendre cela et décide d'essayer. Il guide Errol pour qu'il libère une petite quantité de mana dans la paume de ses mains. Et à sa surprise, Errol y parvient, mais tombe immédiatement inconscient. C'est une preuve claire qu'Errol a en fait une petite quantité de mana en lui. Quand Errol se réveille enfin, il demande à son père comment il peut apprendre la magie maintenant. Son père répond que sa réserve de mana est plus petite que celle d'un nouveau-né en ce moment. Il doit donc l'augmenter en s'entraînant chaque jour. L'entraînement est ce qu'Errol fait de mieux, alors il achète un tas de potions de mana et se met à s'entraîner chaque jour, et après 6 mois entiers, il est capable de produire suffisamment de mana, ce qui le placerait dans la catégorie des novices complets qui ont une réserve de mana très faible. Son père est fou de joie, affirmant qu'il devrait aller à l'académie de magie où lui-même a appris tous les sorts. Il révèle un parchemin rempli de sorts, disant à Errol qu'il devra les apprendre s'il veut produire de la magie. Sur ce, l'esprit d'Errol commence à nager dans de nouvelles possibilités d'apprendre la magie au même endroit, ce qui a fait de son père l'un des meilleurs sorciers du pays. Plus tard ce soir-là, ils s'assoient ensemble pour dîner, et la mère d'Errol leur dit que Ray s'améliore à la fois dans les tâches ménagères et dans l'escrime, ce qui la rend vraiment heureuse, tandis que le père d'Errol leur dit qu'Errol était maintenant sur la voie de devenir un sorcier, ouvrant des possibilités infinies. 3 ans se sont écoulés depuis, et Ray s'entraîne chaque jour avec la mère d'Errol pour être une meilleure épéiste, ainsi qu'une meilleure femme au foyer. Ce matin, la mère d'Errol lui a donné la tâche de préparer le thé du matin, ce qui l'a d'abord stressé. Mais bientôt, elle s'y est mise et l'a finalement servi avec des mains tremblantes. Elle a attendu avec impatience, pendant que la mère d'Errol prenait une gorgée et goûtait le thé un instant, avant de s'exclamer qu'elle avait fait un très bon travail car le thé était exactement comme il devait être. Cela rend Ray plus heureuse qu'elle ne s'y attendait. Mais bientôt, sa célébration fut interrompue par un cri venant de l'étage, qui s'avère être la petite sœur d'Errol, Mira, qui s'écrie que lorsqu'elle est allée réveiller Errol, il n'était nulle part et elle n'a trouvé qu'une note laissée derrière lui. Ray et la mère d'Errol vérifient la note, qui ne contenait qu'une seule ligne écrite par lui, mentionnant qu'il allait à Arspel, la cité de la magie, pour s'entraîner. Sa mère devient un peu triste, pensant qu'il aurait pu au moins dire au revoir, tandis que Mira continue de pleurer. Cela fait réaliser à Ray comment ses frasques, quand elle était plus jeune, auraient pu impacter sa famille, lorsqu'elle est partie pour la cité de l'épée, Brescia. La mère d'Errol dit immédiatement à Ray qu'elle ne veut pas qu'elle parte comme ça, et Ray répond qu'elle ne ferait jamais ça,
et qu'elle a encore beaucoup à apprendre d'elle. La mère d'Erol pense à la façon dont sa fille aînée a d'abord quitté la maison, et maintenant Erol a de nouveau quitté la maison, se demandant quand elle aurait la chance de les revoir. Pendant ce temps, Erol était déjà à la périphérie du village, voyageant avec le même chevalier devenu chauffeur Uber, qui semblait surpris de revoir Erol. Erol demande combien de temps cela prendrait, et l'homme répond que cela devrait prendre environ 2 jours pour y arriver. Ils continuent leur conversation. L'homme affirme qu'Erol est vraiment étrange. Il est allé à la ville de Brescia et a montré de grands exploits de force et d'habileté avant de laisser toute la gloire et la fortune derrière lui pour retourner au village, dont personne ne connaît même l'existence. Puis il disparaît de la carte pendant 3 longues années, et maintenant il se dirige vers Arsvel, la cité de la magie. Erol affirme qu'il veut tenter sa chance à l'examen et voir comment il se débrouille face aux autres. Soudain, un jeune garçon aux cheveux roux demande à Erol s'il va aussi à l'examen d'entrée de l'académie de magie, ce qu'il trouve étrange car Erol est bien plus âgé qu'un candidat normal à l'entrée. Avant qu'Erol ne puisse répondre, une fille aux cheveux bleus s'en prend au garçon aux cheveux roux, lui disant de ne pas se moquer des gens, car il est évident qu'Erol échoue à l'examen depuis plusieurs années. Avant qu'Erol ne puisse leur dire que c'est la première fois qu'il va dans cette ville, la fille aux cheveux bleus lui dit qu'il est vraiment admirable de voir des personnes faibles essayer de surmonter leurs faiblesses. Le garçon aux cheveux roux et la fille aux cheveux bleus commencent à se disputer, tandis que la fille aux cheveux verts essaie de les calmer mais échoue. Le garçon roux se tourne à nouveau vers Erol et lui demande en quelle magie il se spécialise et affirme qu'il utilise la magie rouge. Erol commence à penser au moment où son père lui a enseigné toutes les différentes sortes d'affinités magiques, le noir étant la magie noire, le blanc signifiant la magie de lumière, le jaune signifiant la magie de terre, le vert signifiant la magie du vent, le bleu signifiant la magie de l'eau, et enfin le rouge signifiant la magie du feu. Mais comme Erol n'avait aucune affinité innée, son père a décidé d'essayer toutes les magies possibles qu'il pouvait apprendre. Il revient à la réalité et dit au garçon roux qu'il ne sait pas vraiment quelle magie il pourrait utiliser. Comme il n'a pas de classe, le garçon est surpris, mais la fille bleue le traite de perdant, affirmant qu'Erol se moque évidemment de lui, car aucune personne sans classe ne pourrait jamais rêver d'assister aux examens de l'académie de magie. Le garçon roux se retourne furieux, disant à Erol d'arrêter de se moquer de lui, mais lui dit qu'il n'essayait pas et le prouve avec sa carte de classe, qui montre à tout le monde qu'il est bien une personne sans classe. Les jeunes sont choqués et affirment qu'il ne pourrait jamais se qualifier aux examens. Mais avant qu'Erol ne puisse dire quoi que ce soit, un énorme rugissement sort de la forêt, secouant les arbres autour d'eux. Erol reconnaît immédiatement le son et affirme que ce doit être un roi troll qui s'est réveillé de son profond sommeil. Le garçon commence immédiatement à paniquer, affirmant qu'ils doivent s'enfuir, car le roi troll est incroyablement fort, et la fille bleue exhorte le chauffeur Uber à se dépêcher. Le chauffeur se retourne horrifié et leur dit qu'à cause du rugissement, ses chevaux se sont évanouis de peur. La fille réalise qu'il n'y a pas d'issue et qu'ils doivent tenir bon et se battre. Alors elle commence à échafauder un plan et dit au garçon roux et à la fille verte qu'un troll est un troll après tout et qu'ils peuvent simplement travailler ensemble pour abattre la bête lente. Leur plan tombe cependant en poussière, lorsque finalement le roi troll émerge de la forêt avec une énorme massue à la main. Le roux essaie de calmer les filles, leur disant que le troll est énorme, mais qu'elles doivent rester calmes et essayer de l'abattre. Avant même qu'elles ne puissent faire quoi que ce soit, elles sont effrayées lorsque le troll est projeté en l'air par une énorme massue, alors qu'un troll encore plus grand émerge de la forêt. Les filles tombent à genoux, tremblantes, et se tenant l'une l'autre, réalisant que leur magie ne ferait pas le poids face à la bête. Mais le garçon roux garde son sang-froid car il ne peut pas avoir peur devant les autres. Alors il saute du taxi et essaie de se calmer avant de sortir sa baguette magique et, avec tout son mana, envoie une boule de feu sur le troll, le frappant en plein visage. Pendant un instant, ils ont cru avoir une chance, mais quand la fumée se dissipe, le troll en sort complètement indemne et plus en colère que jamais. Le garçon a utilisé toute son mana pour cette attaque, il ne lui reste donc plus de mana pour tenter de s'échapper. Le troll commence à charger le garçon quand soudain une énorme explosion couvre toute la zone et réduit le troll en cendres. Ils sont tous surpris, mais Erol sort de derrière, affirmant qu'il aurait peut-être dû se retenir un peu. Le garçon est choqué par cela, et même les filles discutent entre elles du fait que la magie d'explosion est une forme de magie très avancée, que seuls les mages utilisent, et encore les plus puissants. Erol ne leur prête aucune attention et se dirige vers les chevaux, utilisant immédiatement son sort de guérison pour les soigner. Au moment où il se retourne, il trouve le garçon roux à genoux, implorant son pardon et lui demandant de devenir son maître car il souhaite devenir un grand sorcier un jour. Erol essaie de leur dire qu'il se trompe complètement et qu'il n'est pas un maître mais simplement un candidat. Il leur montre également à nouveau la carte de classe. Mais la fille verte commente qu'il doit être un très grand mage et que pour cacher son identité, il utilise une fausse carte. Incapable de résoudre le malentendu, il décide de poursuivre sa route vers la cité d'Arspel,
et après quelques jours, ils l'atteignent tôt le matin. La ville est nichée entre un lac avec des ponts-levis de tous côtés pour permettre aux gens d'entrer et de sortir. Les filles observent, stupéfaites, le garçon roux, si arrogant et sûr de lui, se comporter comme un chiot apprivoisé, tournant autour d'Erol et lui posant toutes sortes de questions. Une fois à l'intérieur, le garçon dit à Erol qu'il doit passer l'examen de magie rouge, ce qui signifie qu'Erol et lui seront ensemble, tandis que les filles, la verte et la bleue, passeront l'examen de magie de la terre et de l'eau. C'est là qu'Erol apprend que le cursus et les épreuves sont répartis en fonction des affinités magiques, et il espère qu'ils ne le rejetteront pas purement et simplement, comme ils l'ont fait à Brescia, simplement parce qu'il était sans classe. À sa grande surprise, cependant, lorsqu'il arrive au guichet d'accueil, la réceptionniste lui sourit, appose un tampon sur sa carte et lui donne son numéro d'inscription. Erol demande si c'est acceptable, même s'il est une personne sans classe, et la réceptionniste répond en affirmant que chaque individu a un droit égal de participer à l'examen et que personne ne sera discriminé. Il réalise que cet endroit est vraiment différent de Brescia, puis se dirige vers le terrain d'examen. Là, il voit un groupe d'enfants alignés, tandis que l'un d'eux lance une petite boule de feu sur un chevalier métallique et réussit l'épreuve. Avant qu'il ne puisse comprendre exactement ce qu'il allait devoir faire, un jeune garçon flamboyant aux cheveux roux entre dans l'arène d'examen et demande à l'instructeur s'il peut détruire l'une de ses poupées métalliques. L'instructeur fut d'abord perplexe, mais il vérifie ensuite sa carte et réalise que le garçon est un utilisateur de magie avancée, une classe très rare à obtenir. Tous les garçons sont choqués et observent le jeune homme s'avancer et utiliser son sort pour créer un pilier de flamme qui engloutit complètement le chevalier métallique. Le garçon semble fier de son exploit, mais le garçon roux finit par affirmer que le sien pourrait faire mieux. Le garçon arrogant s'offense immédiatement et se tourne vers lui, lui demandant s'il pense qu'un simple homme pourrait faire mieux qu'un utilisateur de magie avancée, et le garçon roux répond avec défi que sa flèche pourrait le dévorer au petit déjeuner et le finir avant le déjeuner. Le garçon arrogant prétend que ce ne sont que des menaces en l'air et que personne ne pourrait l'égaler et faire fondre du métal comme il l'a fait. Erol l'interrompt finalement, faisant remarquer que le chevalier n'a pas fondu le moindre petit peu. L'instructeur souligne que les chevaliers sont faits de mithril, l'un des métaux les plus résistants au monde, et qu'ils ne se briseraient pas si facilement. Le garçon roux recommence à se moquer du gamin arrogant, entraînant Erol dans la conversation en affirmant qu'il ferait bien mieux, de loin. Erol lui donne une tape sur la tête avant de s'avancer dans l'arène. Il décide d'utiliser la même compétence que le gamin arrogant, ce qui les surprend déjà tous, mais l'explosion n'était pas du tout aussi spectaculaire, et ce n'était qu'une minuscule petite colonne de feu qui ne semblait causer aucun dégât. Le garçon arrogant commence à rire, mais son rire s'arrête vite lorsque le chevalier de mithril fond complètement, se transformant en un amas de métal en fusion. Le garçon est choqué et affirme que la magie d'éruption ne pourrait jamais faire fondre le mithril, mais Erol répond qu'il a utilisé une version modifiée de cette magie, où il a concentré tout le feu en une seule minuscule colonne, créant une chaleur intense inégalée par toute autre magie d'éruption. Sur ce, il quitte simplement cette arène et entre dans l'arène de magie bleue, où la fille homme bleue réussit à atteindre la cible et passe l'épreuve. Elle est choquée de voir Erol là, mais Erol ne perd pas de temps et utilise une attaque de lame de glace, brisant à nouveau le chevalier avant de se diriger vers l'arène de magie verte, laissant l'instructeur et les étudiants complètement ébranlés. Juste à l'extérieur de l'arène, cependant, il aperçoit la fille verte, qui répond qu'elle ne s'est même pas encore inscrite parce qu'elle a très peur. Il lui donne un discours d'encouragement et parvient à lui redonner confiance, l'accompagnant à travers l'inscription puis se dirigeant vers l'arène. Ce test était très simple, car il devait juste produire un sort de vent basique et faire bouger le moulin à vent devant eux. Cependant, à la manière classique de l'excès, Erol produit une tornade qui détruit complètement le moulin à vent en minuscules petits morceaux, choquant l'instructeur. La fille verte était la suivante, et elle était de nouveau en train de paniquer, mais Erol lui donne un autre discours de motivation et la pousse vers l'arène, qu'elle réussit également. Une fois cela aussi terminé, il réussit facilement l'école de magie de lumière et l'école de magie jaune avant de se diriger vers l'école de magie noire. Cette école semble abandonnée de l'extérieur, sans une seule âme aux alentours, quand il entend soudain un bruit étrange provenant d'une boîte. Il était sur le point de l'inspecter quand, tout à coup, il entend une femme crier qu'elle a perdu son animal de compagnie et demande à Erol s'il l'a vu quelque part. Erol ne sait pas quoi dire et affirme que quelque chose se trouve dans la boîte, et la femme commence immédiatement à fouiller dedans et en sort une étrange abomination ressemblant à un crapaud. La femme semble maintenant heureuse et se tourne vers Erol, affirmant qu'elle a créé la chimère elle-même et demande si elle est mignonne. Erol ne put que sourire quand, soudain, il fut surpris par un squelette surgissant de derrière. Ses instincts se déclenchent et il décapite le squelette d'un seul coup de sa baguette. Le squelette se précipite pour récupérer sa tête, tandis qu'Erol demande si elle est un monstre mort-vivant. Le squelette affirme qu'elle est une belle employée de bureau ici et se présente comme Lada. Erol demande où il pourrait trouver la salle d'examen, et Lada l'informe que l'école de magie noire est ouverte à tous, car ils n'ont jamais beaucoup d'étudiants ici. Sur ce, il a réussi à entrer dans les 6 écoles. Après avoir terminé son inscription, il sort et se retrouve entouré par le garçon roux et les filles bleues et vertes.
qui commencent à se disputer sur le fait qu'Errol serait dans leur école puisqu'il a passé leur examen, mais Errol les choque en révélant qu'il a réussi les 6 examens et qu'il va apprendre toutes les affinités magiques à partir de maintenant. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois.